la journée de la paix, mais c'est aussi parce que tous les pays du monde sont convoqués ce week-end jusqu'à lundi par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour un sommet exceptionnel à New York, histoire de les rappeler à l'ordre en faveur de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il leur a demandé en effet de venir avec des plans concrets et pas de discours. Alors que les cyclones ont dévasté le Mozambique et les Bahamas, que les faux feux ont embrasé l'Amazonie, la Sibérie et même l'Alaska, que la canicule a étouffé l'Europe, les engagements pris ne sont pas tenus. Une centaine de scientifiques envisagent pourtant une hausse de 7 degrés en 2100. Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson et Narendra Modi seront présents. Donald Trump, président de l'État hôte de ce sommet, brillera sûrement par son absence. 4 demandes spécifiques leur ont été formulées. Des plans pour atteindre la neutralité carbone pour 2050, des moyens pour lutter contre les subventions aux combustions fossiles, la taxation du carbone et l'arrêt de la mise en route de nouvelles centrales à charbon d'ici 2050. Vraiment le minimum, non ? Sans viser encore plus haut et agir immédiatement, nous savons que nous pourrions traverser la plus massive des crises des droits humains et des écosystèmes de notre histoire. Crise qui pourrait engendrer des guerres. Il faut aussi avoir à l'esprit que l'ONU n'est qu'une instance diplomatique et que la ténacité de son secrétaire général se confronte à la réalité de l'emballement climatique. Nous sommes en train de perdre la course, a-t-il avoué en ce début de semaine. Après avoir aussi déclaré « Je voudrais voir toute la société accroître la pression sur les gouvernements pour qu'ils comprennent qu'ils doivent aller plus vite ». Alors que la jeune Suédoise Greta Thunberg, présente à New York pour la marche de la jeunesse hier et pour le sommet de l'ONU, donne quant à elle l'espoir à toute une génération. Les pays les plus vulnérables sont les plus engagés dans la démarche. Mais ce sont aussi eux qui émettent le moins de gaz à effet de serre. La Chine, qui avait montré un certain volontarisme en 2015 en fermant de nombreuses centrales à charbon, finance la construction de nouvelles centrales dans d'autres pays pour la nouvelle route de la soie, dans un ensemble de réseaux ferroviaires et maritimes destinés à approvisionner la société chinoise. La délégation des États-Unis, pays qui émet le plus d'émissions par habitant, ne présentera certainement pas de grandes ambitions. Ayant annoncé qu'il se retirait de l'accord de Paris juste après l'élection de Donald Trump, le changement est impulsé dans quelques États fédéraux, mais cela reste marginal. Leur retrait de l'accord n'est pourtant pas effectif, puisque les signataires de l'accord de Paris se sont engagés à rester 4 ans à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, le 4 novembre 2016. Cela signifie que les États-Unis ne pourront en sortir que le 4 novembre 2020, soit un jour après l'élection présidentielle. Quant à l'Union européenne, elle ne devrait rien annoncer de très fort en tant que bloc régional. La neutralité carbone d'ici 2050 a été rejetée par 4 pays membres en juin, quand la France et la Grande-Bretagne l'ont toutefois inscrite dans leur loi nationale. Le Danemark prévoit, lui, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 70% d'ici 2030. Le fonds vert, sur lequel les pays développés s'étaient engagés à collecter 100 milliards par an, est bien loin de répondre aux enjeux des politiques d'adaptation à mettre en œuvre. Il y a plus de prêts que de dons. La France devrait y apporter sa participation. Quant au désengagement sur les énergies fossiles, nous sommes loin des grandes déclarations. Notons par exemple les 11 milliards d'exonérations ou réductions fiscales sur divers produits énergétiques fossiles sur le budget 2009 de la France et une loi énergie-climat qui ne prévoit pas de rehausser l'objectif de 40% de réduction de GES d'ici 2030 par rapport à 1990.
Sans parler de la signature du CETA, accord climaticide, ou des permis d'exploitation minière en Guyane, accordés par Emmanuel Macron sur 300 000 hectares de forêt. Aujourd'hui se tient le sommet des jeunes. 500 jeunes de tous les continents sont réunis aux côtés de Greta Thunberg, qui s'adressera aux dirigeants mondiaux lundi en séance plénière. C'est avec eux et pour eux que nous sommes aujourd'hui des milliers dans les rues et sur les places pour participer à la construction d'un nouveau rapport de force avec les décideurs publics. Nous souhaitons contribuer à l'amplification de cette conscience citoyenne afin de reprendre le contrôle et engager une transition énergétique plus ambitieuse et plus juste à la hauteur de l'urgence climatique et de la paix dans le monde. Il est encore temps d'agir pour réorienter les politiques publiques vers une transition juste qui ne laisse personne de côté partout dans le monde, pour accélérer la transition dans les territoires, dans la production d'énergie renouvelable locale, dans les transports, dans l'habitat, dans l'alimentation, pour favoriser la création de millions d'emplois pour le climat et accompagner socialement les nécessaires mutations industrielles, pour faire payer les véritables responsables et refuser les fausses solutions comme le nucléaire ou la géo-ingénierie. Poursuivons la grande mobilisation en convergence, ensemble, avec et pour notre jeunesse. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole aujourd'hui au nom de l'association France-Palestine Solidarité pour rappeler quelques faits concernant la paix, concernant l'écologie. Les élections qui viennent d'avoir lieu en Israël ne changeront rien à la situation sur le terrain. Israël poursuit le nettoyage ethnique de la Palestine. Qu'est-ce que ça veut dire nettoyage ethnique? On chasse la population de façon progressive ou brutale pour prendre les terres. Le gouvernement israélien, depuis 2 ans, accélère la colonisation en Cisjordanie, avec le soutien manifeste des États-Unis de Trump et le soutien de fait des pays européens. Israël continue à expulser de chez eux les Palestiniens de Jérusalem-Est pour les remplacer par des Israéliens juifs pour que Jérusalem devienne une ville uniquement et entièrement juive. Le blocus implacable de la bande de Gaza est maintenu et les manifestations du vendredi sont brutalement réprimées. Il y a eu depuis le 30 mars 2018 plus de 300 morts. Qui en parle? Cela ne peut que maintenir une situation d'oppression et de tension et met la paix en danger. Et il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient ni dans le monde tant que les droits du peuple palestinien n'auront pas été reconnus et honorés. Israël est un pays d'économie néolibérale avec les mêmes conséquences sociales et écologiques que dans les pays de même système, ne serait-ce que la France. Et ce n'est pas l'installation d'éoliennes sur le plateau du Golan, occupé et annexé par Israël, qui changera les choses. La colonisation israélienne s'accompagne d'un pillage non seulement des terres, mais aussi des ressources en eau des Palestiniens, avec une consommation d'eau par Israélien qui est au moins 6 fois plus importante que celle d'un Palestinien, à un moment où le réchauffement climatique entraîne une baisse des récoltes, notamment de raisins ou d'oliviers. En Cisjordanie, les colons déversent impunément sur les terres palestiniennes leurs eaux usées et des effluents éventuellement toxiques. À Gaza, la situation est catastrophique. Les ressources en eau sont impropres à la consommation à plus de 90% et le blocus israélien rend impossible le traitement des eaux. Israël constitue aussi une base avancée du bloc occidental au Moyen-Orient. Il procède ces derniers temps à des bombardements en Syrie, en Irak,
au sud Liban, sur la bande de Gaza, avec les armes les plus sophistiquées. Une très grande tension existe à la frontière avec le Liban, avec l'envoi au-dessus de ce pays de drones israéliens détruits par les ripostes du Hezbollah, avec également des travaux de terrassement israéliens à la frontière libanaise. Cette tension peut dégénérer à tout moment et entraîner un conflit ouvert, créant une situation d'autant plus dangereuse qu'Israël dispose de l'arme atomique. Des manœuvres franco-israéliennes ont eu lieu à plusieurs reprises. Cet été, des manœuvres navales se sont déroulées le 7 août en Méditerranée, associant les marines israéliennes, françaises, américaines et grecques sur le thème très vraisemblablement fallacieux des catastrophes naturelles. À cet axe franco-israélo-américain s'ajoutent les pays arabes les plus réactionnaires comme l'Arabie saoudite et l'Égypte. L'adversaire visé est l'Iran, que la coalition veut empêcher de se doter de l'arme nucléaire et qui n'accepte pas la volonté d'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés. Mais de quel droit des pays qui disposent de l'arme atomique, qui la modernisent en violation des traités internationaux, peuvent-ils empêcher ou prétendre empêcher un autre pays de s'en doter? Il y a en outre dans cette région des ressources pétrolières qui attisent les conflits, alors qu'il est urgent, dans l'intérêt du climat, de renoncer aux énergies fossiles. C'est pourquoi nous demandons que soit établie au Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires, comme il en existe dans d'autres parties du monde. C'est le cas de l'Afrique, c'est le cas de l'Amérique latine, c'est le cas du continent antarctique. Pourquoi pas au Moyen-Orient? Ça ne sera pas facile, mais ça éliminerait bien des dangers. Nous demandons aussi que l'ONU retrouve pleinement son rôle pour régler les conflits dans cette partie du monde et ailleurs, et pour défendre le climat. Bon, nous ne faisons pas trop d'illusions sur les capacités actuelles de l'ONU, mais il faut essayer de les développer, et ce n'est pas à des États comme les États-Unis, comme la France, de s'ériger en gendarme et en juge de ce qui doit être fait au Moyen-Orient ou ailleurs. Il est urgent aussi que les citoyens se mobilisent pour amener notre gouvernement à changer de politique, pour aller vers un monde de paix et pour préserver notre milieu de vie et notre planète. Alors, il y a du boulot, tous ensemble. Continuons. Merci.